Alors, tout d'abord, comment est-ce qu'on identifie une émotion? Comment est-ce qu'on la nomme? Comment est-ce qu'on la qualifie? Pour pouvoir, prendre le recul et l'analyser et avoir une réaction qui soit adaptée en fonction de la nature de l'émotion. Alors, ces classifications, elles sont de plusieurs ordres. La première, elle est assez basique, mais très utile. C'est de se dire qu'il y a 2 émotions sources, hem, la peur ou l'amour. Et quand on y réfléchit bien, ce qui nous motive, souvent, c'est l'un de ces 2 extrêmes. J'ai envie de, m'investir dans un projet parce que c'est une cause à laquelle je crois, parce que ça va être bénéfique pour moi et pour les autres, parce qu'on va, pouvoir avoir, la reconnaissance et l'impact, qui va être nécessaire, faire une différence. Et donc là, vous voyez, on est plutôt sur la partie, amour, bénéfice, aspiration, rêve. Alors que je peux aussi être motivée par la peur et donc éviter la douleur, l'effort, le mépris, la marginalisation, de décevoir, des proches ou des gens qui comptent, à mes yeux ou, être jugée de façon à être, dépréciée. Et donc soit on évite la souffrance, soit on va vers le plaisir, ce qui revient finalement à aller vers l'amour ou vers la peur. Donc, quand il s'agit de motiver quelqu'un, on a toujours ces 2 leviers. Alors, quand je dis, motiver, ça ne veut pas dire manipuler de façon à ce que, on demande aux gens de faire ce qui nous convient. Ça veut dire motiver, c'est-à-dire chercher quelles sont les motivations intrinsèques de la personne qui lui permettent d'aller dans un sens qui sera le meilleur pour elle et pour les autres. Donc ça demande toujours de garder une véritable éthique. La deuxième classification, elle a été, un peu plus subtile en 2 phases. Donc il y a Ekman qui est un psychologue, américain qui a fait, des observations autour du monde et qui s'est présenté avec, des images de personnes et a demandé aux aux participants de qualifier, comment, ils décrivaient ces émotions. Et donc il s'est aperçu qu'il y a des émotions de base, là, les 6 colère, dégoût, peur, joie, tristesse et surprise, qui se retrouvaient assez communément dans différentes cultures. Alors certes, hem, nous sommes tous capables d'éprouver de la colère, du dégoût, de la peur, de la joie, de la tristesse et de la surprise. Ça, c'est pas une grande surprise, même si, c'est intéressant intellectuellement de se dire que, tout le monde, sur terre peut expérimenter cela. Mais cette étude, étant partie du principe qu'on a représenté, plusieurs, images, elle a quand même induit un biais parce que, la façon dont on exprime la colère dans une culture ou dans une autre, elle peut être très différente et elle peut être, beaucoup plus subtile et donc avoir plus de nuances au sein même de la colère que, ne peut juste, le décrire une seule image. Et donc évidemment, le choix d'une image ou d'une autre a été un peu réducteur parce que, il ne permettait pas d'avoir toutes les nuances. Donc quand plusieurs années plus tard, cette même, démarche a été effectuée par une équipe, avec Ekman et des collaborateurs où ils sont allés un peu plus dans le détail et se sont aperçus qu'effectivement le spectre, des émotions était bien plus large et donc, on est déjà arrivé à avoir, maintenant une vingtaine d'émotions. Mais quand on va un peu plus loin dans le détail, en fait, on se retrouve, vite inondé par, toute une panoplie d'émotions et on ne sait plus très bien, qu'en faire. Une fois qu'on a, toute cette panoplie, à quoi ça nous avance vraiment. Alors Plutchik a eu, une idée, assez intéressante qui consiste à catégoriser ces émotions par famille, de façon à ce qu'on puisse, plus, facilement les appréhender. Alors vous voyez qu'il a repris dans ce petit cercle avec, les différentes couleurs, les émotions, de base dont on a parlé tout à l'heure avec Ekman, donc la joie.
la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère. Et il a rajouté la confiance et l'anticipation. Donc anticipation, c'est le fait de se réjouir à l'avance de quelque chose. Là où il est allé un petit peu plus loin, c'est que il a fait varier l'intensité de ses émotions. Donc quand on fait varier l'intensité de la confiance, donc trust envers Claire, si on est tellement dans la confiance, on peut arriver à avoir une admiration sans borne. Et donc, vous voyez que l'intérieur du cercle montre une émotion dont l'intensité est supérieure. De même pour fear, qui veut dire la peur, quand on est dans une intensité supérieure, eh bien, on arrive à la terreur, le terror qui est indiqué sur le schéma. Donc ça, c'est quand on va vers l'intérieur du cercle avec une intensité supérieure. Maintenant, à l'inverse, si on va vers l'extérieur du cercle, on a diminué l'intensité. Donc, la peur, quand elle est moins importante, moins forte en intensité, ça devient juste de l'appréhension. La confiance, quand elle est moins forte en intensité, c'est juste de l'acceptation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez combiner les deux. Donc, si on regarde les deux parties vertes, vous voyez que si on a à la fois de l'appréhension et une certaine acceptation de ce qui va se produire, eh bien, on arrive à une émotion de soumission. Donc, du coup, en combinant ces pétales, on peut avoir encore un nouveau, une nouvelle, un nouveau raffinement dans la notion d'émotion. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir autant de nuances? Alors, évidemment, on pourrait dire, c'est très bien, je sais que j'ai de la joie, ben, formidable. Maintenant, si j'ai de la joie ou de l'extase, quelle différence ça fait? Ben, foncièrement, la joie, ça n'a jamais été vraiment un problème. Donc, c'est pas là-dessus qu'on va attirer l'attention. Par contre, si on est dans des émotions qui peuvent être préjudiciables pour les personnes parce que les conséquences sont difficiles à gérer. Par exemple, la peur. La peur, le problème en soi, c'est que c'est un bon indicateur de vigilance pour pouvoir, se prémunir et se protéger. Mais si la peur augmente en intensité, ça risque aussi de nous paralyser et nous paralyser en termes d'action, mais aussi, hem, fi polariser nos pensées avec une pensée unique qu'on se répète en boucle, qui va aussi, induire des biais et généralement l'accusation de l'autre personne et rarement la mise en cause de soi et encore moins de reconnaître sa responsabilité, vis-à-vis de la situation et donc on arrive à un niveau là où c'est très compliqué de pouvoir dialoguer, c'est très compliqué de prendre du recul quand l'intensité est très élevée. Donc avoir ce niveau de finesse, de remarquer que: «Ah, je suis dans la peur, mais en fait, c'est pas encore très pénalisant, c'est plutôt de l'appréhension et on n'est pas encore à la terreur», ça permet de délimiter quel est le bon moment pour intervenir et pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir utiliser des méthodes de gestion d'émotion. Donc, le meilleur moment pour gérer une émotion, le meilleur moment pour gérer une émotion, c'est toujours quand on est avec une faible intensité. Donc, quand on commence à sentir des tensions, on est un peu dans l'inconfort, on est dans une appréhension, on est dans un peu de rejet, de malaise, c'est le moment de pouvoir commencer à utiliser les outils de gestion d'émotion. Parce que c'est là qu'ils seront les plus efficaces, c'est là qu'on est plus malléable intellectuellement, c'est là qu'on est le plus ouvert à d'autres possibilités et donc c'est aussi là qu'on sera le plus créatif. Pour pouvoir être créatif, on a besoin de se sentir en confiance et donc de ne pas se sentir menacé. Et tout ce qui dépasse en termes d'intensité quelque chose de gérable, ça crée finalement un environnement menaçant dans lequel on perd sa créativité
et on perd aussi, son écoute. Donc c'est super important de pouvoir déceler ces émotions qui sont encore un peu, impalpables, un petit peu, subtiles et parfois on les ressent aussi dans notre corps. Ça peut être, des tensions, de la difficulté à parler, ça peut être, des tremblements, ça peut être, des, des variations de température, où on a très froid ou on est très fatigué. Ou, ça peut être, des pensées qu'on retourne en boucle, mais qui nous dérangent, des choses, qui pas très, très importantes, mais qui nous gênent. Ça peut être aussi, des actes manqués un petit peu, des choses, c'est-à-dire, «Ah oui, je devais appeler cette personne, mais ah ben j'ai oublié». Sauf que ça fait 4 fois que j'oublie, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui me dérange là-dedans et que du coup, ça génère une émotion chaque fois que je sais que je dois parler. Bah, peut-être qu'en fait, j'ai un peu peur, j'ai un petit peu d'appréhension à l'idée d'avoir une conversation difficile avec cette personne et donc du coup, ben, je ne le fais pas aujourd'hui, peut-être demain, mais pas demain non plus de et puis je repousse. Donc toutes ces procrastinations sont souvent très, très liées à, c'est à des émotions sous-jacentes et en particulier la notion de la peur. Voilà, d'où l'intérêt de préciser ses émotions et d'en apprécier l'intensité pour savoir quand intervenir. Le meilleur moment pour gérer une émotion, c'est quand elle est encore latente et avec un faible niveau d'intensité.